en matière d'heures supplémentaires, il est très important d'avoir une preuve qui est à la fois précise et irréfutable des horaires qu'on a effectués, car c'est grâce à cette preuve qu'on va ensuite pouvoir établir un décompte des heures supplémentaires pour en demander le paiement à l'employeur, soit de manière amiable, soit dans le cadre d'un contentieux devant une juridiction prud'homale. Donc, comme c'est une problématique que je vois apparaître assez fréquemment dans mes dossiers à l'heure actuelle, je me suis dit que ça valait le coup de faire le point sur cette problématique. Donc, le principe des heures supplémentaires, je l'avais déjà évoqué dans une autre vidéo que j'avais créée, et j'avais d'ailleurs créé une playlist à ce propos, donc je vous renvoie à cette autre vidéo, je mentionnerai le lien sous celle-ci, d'accord? Donc le principe des heures supplémentaires est déjà évoqué. Aujourd'hui, on va parler donc de la preuve des heures supplémentaires en distinguant deux situations, selon que le salarié travaille en présentiel au sein de l'entreprise ou selon qu'il travaille en distanciel. Ensuite, j'évoquerai comment on peut faire un décompte des heures supplémentaires, et dans d'autres vidéos que je n'ai pas encore réalisées, je vous parlerai donc du paiement des heures supplémentaires. Je vous parlerai également du préjudice nécessaire lorsque on a travaillé au-delà de l'amplitude quotidienne ou de l'amplitude hebdomadaire. Ça, j'ai d'ailleurs déjà évoqué dans une autre vidéo aussi que je mettrai dans la playlist. Il y a aussi un préjudice nécessaire quand on travaille le week-end, par exemple. Et aussi, évidemment, lorsqu'on fait des heures supplémentaires et que sciemment l'employeur a refusé de vous les payer, eh bien en fait, il s'expose à être condamné à une indemnité pour travail dissimulé. J'en parlerai plus tard. D'abord, en présentiel. Alors l'idée en fait m'est venue en discutant en fait justement avec deux de mes clients qui m'ont dit mais en fait le GPS du téléphone tracte nos allées et venues. Et c'est vrai que moi personnellement j'ai toujours mon GPS qui est éteint, mais l'autre jour je suis allé plaider à Versailles. Et effectivement, comme j'avais allumé le GPS donc de mon téléphone, à la fin du mois, le Google m'a fait un récapitulatif de ce que j'avais fait ce mois-ci. Donc oui, je n'utilise pas très souvent mon GPS, mais ce jour-là, effectivement, il y a à la minute près, je suis parti de chez moi à 7h33 du matin et je suis arrivé au tribunal judiciaire à 9h39 du matin. Donc vous voyez que ça, c'est vrai pour tous les trajets qu'on effectue. Et donc c'est vrai qu'un salarié qui va travailler au sein d'une entreprise, eh ben, s'il active son GPS, eh bien à la fin du mois, il aura un récapitulatif très précis de tous ces trajets, de tous les trajets qu'il a effectués, et donc de l'heure exacte à laquelle il arrive sur son lieu de travail, et de l'heure exacte à laquelle il repart de son lieu de travail. Et vous voyez qu'avec ça, vous avez une preuve qui est infaillible, précise, infaillible, infalsifiable. Vous voyez ce que je veux dire? Google a enregistré ça, il vous en donne après un décompte sur le mois entier. Vous voyez, on ne peut pas contester, l'employeur ne peut pas dire c'est pas les bons horaires, parce que forcément ça a été enregistré par Google de manière parfaitement objective. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est important parce que à partir du moment où vous entrez dans l'enceinte de l'entreprise, vous êtes en temps de travail, d'accord? Vous n'êtes plus, vous ne pouvez plus vaquer à vos occupations, donc dès que vous franchissez le seuil de l'entreprise, eh bien en fait le décompte de votre temps de travail, il s'enclenche. Donc c'est très important, vous voyez que je n'avais jamais pensé à ça, mais pour la preuve des heures supplémentaires, effectivement, quand mes clients me donnent un décompte qui a été établi grâce à ça, grâce à leur GPS de leur téléphone, eh bien en fait l'employeur en face, il ne peut pas contester ça parce que c'est irréfutable, entre guillemets. C'est plus compliqué quand on est en distanciel. En distanciel, parce que justement, c'est tout la problématique du télétravail, c'est que l'employeur ne sait pas exactement à quel moment le salarié commence à travailler et quand il cesse de travailler. Donc il y a toujours un petit... une incertitude de ce point de vue-là. Et donc là, en fait, ce que font régulièrement donc les avocats qui défendent les salariés, ils disent, vous regardez le premier mail que vous avez envoyé dans la journée et le dernier mail que vous avez envoyé dans la journée. Et ça, a priori, ça vous donne l'amplitude de votre travail sur une journée entière. Ou j'ai quelques clients donc qui utilisent pas mal maintenant Slack et WhatsApp, qui ont un groupe en fait au niveau de leurs collègues, etc. Et tous les matins, ils se disent bonjour ou au revoir, d'accord? Donc effectivement, le bonjour et au revoir, il marque de manière positive que le salarié est en train de travailler, en tout cas qu'il a commencé à travailler, d'interagir avec ses collègues dans sa journée de travail. Il y a une autre preuve qui est possible que j'ai vue dans d'autres dossiers, notamment dans un pourvoi à la Cour de cassation où il y avait une question d'heures supplémentaires qui était assez énorme, où le salarié était informaticien. Et là, pour le coup, il avait réussi à avoir les logs de connexion le matin et le soir. Mais vous voyez que le log de connexion, c'est une preuve qui est déjà un peu moins parlante. Pourquoi? Parce que on peut très bien se connecter avec son ordinateur et en même temps aller prendre un café, faire une pause, etc. D'ailleurs, c'est la stratégie employeur, entre guillemets, de contester en fait ces éléments-là en disant mais rien ne prouve que entre le premier mail, le dernier mail ou le bonjour, au revoir sur Slack ou les logs de connexion, le salarié était toujours en train de travailler. Il a pu faire des pauses, d'accord? Mais on va voir que justement cette
technique argumentative, en fait, elle est insuffisante pour la Cour de cassation. Mais voyez que, en tout cas, la preuve des heures supplémentaires qu'on effectue en télétravail le soir ou le week-end, elle est parfaitement admise par la Cour de cassation à partir justement donc des courriels que le salarié envoie dans l'entreprise en utilisant la messagerie de l'entreprise. Donc, en travail en distanciel, on peut parfaitement rapporter cette preuve. Maintenant, une fois qu'on a cette preuve, une fois qu'on a l'amplitude qu'on a fait tous les jours, comment on décompte les heures supplémentaires? Et bien alors là, pour le coup, vous allez sur le site du Code du travail numérique, je vous mentionnerai le lien en dessous de cette vidéo, où on vous explique très précisément comment faire ce décompte par semaine. Parce qu'en fait, effectivement, les heures supplémentaires se calculent sur la base d'une semaine. Donc, vous pouvez le faire dans un tableau Excel, d'accord? Je crois qu'il y a des applications maintenant qui proposent même de le faire en ligne, d'accord? Que certains avocats utilisent, mais je ne connais pas les noms et je ne voudrais pas faire de pub en plus. Donc, vous pouvez utiliser tout simplement le modèle de relevé d'heures supplémentaires qu'il y a sur le Code du travail numérique, et grâce à ça, en fait, vous allez ensuite pouvoir donc déterminer le nombre d'heures que vous avez effectuées et la rémunération totale qui vous est due au titre de ces heures supplémentaires. Si on va maintenant faire un petit peu de droit, parce que c'est important, voilà en gros ce que je mets moi dans mes conclusions sur la problématique des heures supplémentaires. Il y a toute une jurisprudence que je vais vous évoquer avec vous rapidement ici, avec des arrêts très importants qui sont ces arrêts-là. Notamment l'arrêt de 2020 qui a été donc commenté au rapport annuel, d'accord? Donc et vous voyez, l'arrêt de 2021 a lui aussi été commenté au rapport annuel, et d'ailleurs je cite un extrait du rapport annuel à la fin de mes trames de conclusion. Et qu'est-ce que nous dit la Cour de cassation? La Cour de cassation, son raisonnement est toujours le même, d'accord? C'est de dire, voilà, si vous ouvrez le Code du travail, eh bien, il y a un article du Code du travail qui vous dit que, eh bien, c'est à l'employeur d'établir les documents qui sont nécessaires au décompte de la durée du temps de travail. Et un autre article juste après vous dit, l'employeur doit tenir ces documents à la disposition de l'inspection du travail. Et vous voyez que donc il y a dans le Code du travail cette obligation qui pèse sur l'employeur de mesurer précisément le temps de travail des salariés. Et enfin, vous avez un article du Code du travail qui évoque la question du contentieux, en fait, quand il y a un litige sur les heures supplémentaires. Et le Code du travail nous dit quoi? Il nous dit l'employeur doit fournir au juge, eh bien, justement, les éléments qu'il est censé avoir établis avant, ces fameux documents, et le juge, en fonction de ces éléments fournis par l'employeur et de ceux qui sont fournis par le salarié, eh bien, il va former sa conviction pour savoir à peu près combien il y a d'heures supplémentaires qui ont été réalisées. Et la Cour de cassation, elle a clarifié en fait l'interprétation de cet article du Code du travail en disant en fait le raisonnement, il doit se faire en 3 temps. Et c'est le paragraphe qui est important, c'est ce paragraphe 11, d'accord? Vous mettrez la vidéo sur pause, vous prenez le temps de le relire tranquillement. Mais ce que nous dit la Cour de cassation, c'est que le premier temps, c'est que le salarié doit présenter devant le juge, à l'appui de sa demande de paiement d'heures supplémentaires, il doit présenter des éléments suffisamment précis quant aux heures qu'il prétend avoir accomplies. Et vous voyez pourquoi, en fait, le GPS, c'est la preuve parfaite. Parce que c'est précis, c'est quelque chose qui est objectif, qui a été enregistré en dehors de vous, puisque c'est Google qui l'a fait, ou Apple, je pense que ça doit aussi marcher comme ça dans les iPhones. Donc vous voyez que cette preuve-là, elle est vraiment parfaite, d'accord ? Grâce à ça. Donc le salarié, premier temps du raisonnement, il produit ces éléments de preuve. Deuxième temps du raisonnement, l'employeur, d'accord, qui assure, nous dit la Cour de cassation, qui assure le contrôle des heures supplémentaires effectuées, l'employeur va pouvoir répondre aux éléments de preuve qui ont été produits par le salarié. Et il peut y répondre en produisant ses propres éléments. Et souvent les employeurs sont dans une attitude passive en disant « il n'a pas réalisé ces heures supplémentaires-là, tout ce qu'il raconte là, c'est farfelu ». Et la Cour de cassation, dans tous les arrêts qu'elle rend récemment, sur les 4 dernières années, dit « ça suffit pas ça, il faut que l'employeur produise ses propres éléments ». Et pourquoi il doit les produire? Mais tout simplement parce que le Code du travail lui impose de les établir tout au long de la relation de travail. Donc l'employeur ne peut pas se contenter d'une attitude passive, puisque s'il se contente de cette attitude passive, ça veut dire qu'il ne respecte pas les obligations qui sont mises à sa charge par ailleurs. D'accord? Donc la Cour de cassation dit « l'employeur doit répondre aux éléments produits par le salarié avec ses propres éléments ». Et enfin, la Cour de cassation nous dit, le juge va ensuite former sa conviction au regard de tous ces éléments, et c'est là où c'est en fait toujours délicat, c'est que la Cour de cassation dit, le juge en fait va évaluer souverainement combien d'heures ont été effectuées, sans être tenu de préciser le détail de son calcul. Et ça, c'est toujours dangereux quand on reconnaît au juge une marge d'appréciation vis-à-vis de laquelle il n'a pas à se justifier.
parce que, en fait, en grosso modo, à la fin, ça reste un truc au doigt mouillé, entre guillemets, et les juges sont toujours un peu frileux quand il y a un grand nombre d'heures supplémentaires qui représentent une grosse somme d'argent. Bah, parfois, les juges sont frileux et ils se disent je peux pas condamner un employeur à une somme aussi énorme, c'est trop, entre guillemets. Ça rejoint d'ailleurs ce que j'avais étudié dans ma thèse sur l'indemnisation du préjudice des personnes qui étaient en détention provisoire. Les juges, dès que la détention provisoire injustifiée est longue, ils ont peur des sommes, donc ils indemnisent très peu. Donc vous voyez que ce qui est important ce qui est intéressant avec le GPS, c'est que le juge, il peut pas trop s'éloigner du décompte qui a été fait. Si ce décompte, il découle exactement de ce qu'a dit Google ou de ce qu'a dit Apple sur un récapitulatif mensuel, bah, le juge, il peut pas dire, ce décompte, il est faux. Il n'est pas faux, puisqu'à partir du moment où le salarié rentre dans l'enceinte de l'entreprise, il est en temps de travail effectif. Donc vous voyez que je trouve que c'est très important d'avoir cette preuve précise, infalsifiable, parce que justement le juge aura moins tendance à s'éloigner en fait du décompte qui a été fait par le salarié pour retenir une somme forfaitaire un peu farfelue et surtout un peu opaque entre guillemets. Donc voilà, au niveau donc dans les conclusions en fait ce que je dépose devant les juges, moi je cite toujours le rapport annuel. Pourquoi ? Parce que dans le rapport annuel, il y a toute une explication de pourquoi on arrive à cette solution là, mais la Cour de cassation nous dit bien en fait, elle synthétise sa jurisprudence là-dessus, elle nous dit eh bien en fait l'élément de preuve que fournit le salarié, c'est quoi ? Ça peut tout simplement être un décompte des heures qu'il a réalisées, ça peut être des relevés de temps quotidien qu'il établit sur son carnet, sur son agenda tous les jours, ça peut être présenté sous une forme de tableau, sur des fiches de saisie informatique, donc c'est pour ça que les logs, entre guillemets, de connexion de l'ordinateur sont importants, et la Cour de cassation a même dit peu importe que ces tableaux, que ces décomptes, etc. soient fournis par le salarié pendant l'instance prud'homale, d'accord, ils n'ont pas à être établis au fur et à mesure de la relation de travail, ils peuvent très bien être établis après la rupture du contrat de travail, une fois qu'on est devant le juge, ils peuvent même être, clairement, la Cour de cassation a dit, ils peuvent être établis durant la procédure prud'homale, ou même a posteriori, donc vous avez tous ces arrêts de la Cour de cassation là-dessus, donc je pense que c'est important de bien comprendre que on peut toujours demander le paiement des heures supplémentaires, même si on l'a pas demandé pendant l'exécution du contrat de travail, et qu'on ne le fait qu'après la rupture du contrat de travail. Et j'évoquerai donc dans les prochaines vidéos donc toutes les problématiques sur les préjudices nécessaires, le travail dissimulé, etc. Mais au moins vous avez dorénavant le moyen simple, entre guillemets, de prouver et de décompter vos heures supplémentaires. À bientôt.